Bonjour, bienvenue sur MCN Group. Aujourd'hui, nous devons voir les rappels sur le mouvement circulaire uniforme. Et en un premier temps, nous allons définir ce que c'est qu'un mouvement circulaire uniforme. Ensuite, établir les équations horaires d'un mouvement circulaire uniforme. Et en troisième position, établir les relations qui lient les grandeurs linéaires et angulaires. Et enfin, déterminer les caractéristiques d'un mouvement circulaire uniforme. Qu'est-ce qu'un mouvement circulaire uniforme? Observez ce cercle qui est décrit. Lorsque la trajectoire d'un point mobile décrit un cercle, on dit que le mouvement est circulaire. Et si en plus de cela, le vecteur vitesse garde la même valeur, garde le module constant, on dit que le mouvement est uniforme. Et en ce moment, il devient circulaire et uniforme. Et pour considérer le mouvement d'un mobile, nous l'avions déjà dit, il faut faire le choix du référentiel espace et du référentiel temps. Considérons cette trajectoire-ci comme étant celle d'un mobile animé d'un mouvement circulaire uniforme. Et choisissons pour origine des espaces ce point I. Le point I est considéré ici comme origine des espaces. Et comme origine des dates, l'instant où le mobile passe par le point M0 appartenant à cette trajectoire. Cela veut dire qu'à l'instant initial, c'est-à-dire qu'à l'instant T0, le mobile n'est pas à l'origine du repère. Donc, poursuivant son mouvement, on peut le repérer en un point M. Écrit cette partie, c'est-à-dire ce arc de cercle qu'on note par l'arc M0M. Et cet arc M0M, c'est l'arc qui a été décrit par le mobile pendant son mouvement entre les instants T0 et T. Donc, on retient que cette trajectoire étant circulaire, la vitesse étant constante, le mouvement est circulaire uniforme. Nous avons fait le choix de l'origine des espaces et le choix de l'origine des dates. Mais à l'instant initial, à l'instant t égale à 0, on a commencé par considérer le mouvement de notre mobile en M0. Et à un instant t quelconque, on le repère sur sa trajectoire au point M. Donc, nous allons déterminer les équations horaires de ce mobile pendant son mouvement. Les équations horaires. Il faut retenir que le point mobile sur sa trajectoire circulaire, sa position peut être déterminée soit à travers cet arc de cercle, soit à travers l'arc de cercle IM, cet arc IM. Et nous pouvons dire que la longueur de cet arc IM égale à la longueur de l'arc IM0, plus la longueur de l'arc M0M, Donc, la longueur de cet arc IM représente l'abscisse curviligne qu'on note par S. Donc, S, c'est la longueur de l'arc IM. On appelle ça l'abscisse curviligne ou bien l'abscisse linéaire. Et l'abscisse linéaire S est exprimée en mètres dans le système international d'unités. Et IM0, on va l'appeler, ou bien on va noter ça par S0. Cela veut dire quoi? Le mouvement du mobile
a commencé à être considéré à partir du moment où il se trouvait en non-point M0. C'est-à-dire que cet arc I, son abscisse initiale. Autrement dit, son abscisse à l'instant initial. Donc, S0 est appelé abscisse linéaire. Abscisse linéaire initiale. Exprimé également en mètres. Entre les instants T0 et T, le mobile parcourt cet arc M0M. Voici l'arc M0M qui est en rouge. Et cet arc-là, étant parcouru à vitesse constante, alors cette longueur M0M égale à V fois T. Mais T là, c'est le temps mis par le mobile pour parcourir ici cet arc M0M. Autrement dit, c'est la durée du trajet M0M. Donc, M0M égale à VT, aussi exprimé en mètres. Donc, on peut déjà essayer de traduire ce qui est ici. IM, c'est S. On peut écrire S égale IM0, qui est S0, plus M0M, qui est V fois T. Donc, l'addition étant commutative, nous pouvons écrire S égale à VT plus S0. Voici une équation du premier degré qui est celle de l'abscisse curviligne. S égale à VT plus S0. Ensuite, ce mobile M, il peut être également repéré sur sa trajectoire à travers son abscisse angulaire. Essayons de relier sa position au centre et à l'instant initial. Le mobile étant en M0, donc cet angle-là parcouru entre, ou est balayé du moins, cet angle balayé par le segment M0, par le segment O M0, entre les instants, on le note par oméga fois T. Et à l'instant initial, le mobile étant en M0, sa position par rapport à l'origine du repère qui est I. Donc cet angle-là qui n'a pas été balayé ou bien qui n'a pas été décrit, on le note cet angle-là par θ0. Donc ici cet angle-là c'est oméga T. Cela veut dire quoi? Le point mobile M peut être repéré par rapport à sa position initiale par ces deux angles-là, θ0 et oméga T. Donc c'est le tout maintenant qui donne l'abscisse angulaire qu'on appelle alpha. Ou bien on va noter cette abscisse angulaire par θ. Donc on peut écrire θ égale à θ0 plus oméga T. Ou bien c'est oméga T plus θ0. On peut écrire oméga T plus θ0. Et l'unité d'angle plan dans le système international, c'est le radian. Donc, que le point mobile peut être repéré sur sa trajectoire, soit à travers son abscisse curviligne, soit à travers son abscisse angulaire, θ, qui est exprimé en radian. Encore, il peut être repéré sur sa trajectoire à travers ses coordonnées cartésiennes. Mais comment déterminer les coordonnées cartésiennes du point mobile M? À travers ces coordonnées cartésiennes, il suffit simplement de faire la projection suivant l'axe OX et encore la projection suivant l'axe OY. Et à travers les coordonnées de M que nous pouvons obtenir X de M et Y de M, donc on peut déterminer ces coordonnées dans le repère cartésien. Mais ce que nous allons retenir ici, c'est surtout ces équations horaires en fonction des abscisses, c'est-à-dire les équations horaires des abscisses curvilignes
et angulaire. Quelle est la relation, ou bien quelles sont les relations entre les grandeurs linéaires et angulaires? Mais avant tout, nous devons savoir ceci, qu'en dérivant S, la dérivée de S par rapport au temps me donne V. Parce qu'en dérivant Vt plus S0, on retrouve V. S0 étant une constante. Et en dérivant θ, l'abscisse angulaire par rapport au temps, on retrouve la dérivée par rapport au temps de oméga t plus θ0. Donc, θ0 étant une constante, donc cette dérivée donne oméga. On retient la dérivée de S par rapport au temps. La vitesse curviligne est la dérivée de l'abscisse curviligne par rapport au temps qui est exprimée en mètres par seconde. Et la vitesse angulaire est la dérivée de l'abscisse angulaire par rapport au temps qui est exprimée en radians par seconde. Et qu'établir entre V et oméga? Il est à retenir ici que V est égal. Le rayon du cercle qui est OM étant R, on peut conclure que V est égal à R fois oméga. Et la relation entre l'abscisse linéaire et l'abscisse angulaire S est aussi égale à R fois θ. Lorsque nous prenons cette relation S est égal à Rθ, essayons un tout petit peu de dériver S. Donc la dérivée de S par rapport au temps égale à la dérivée par rapport au temps de R fois θ. Mais R, qui est le rayon du cercle, étant une constante, on peut le faire sortir. On peut écrire ds sur d de t égale R fois d de θ sur d de t. Or, d de θ sur d de t qui est égal à oméga. Comme on l'a déjà mentionné ici si haut, on peut déjà remplacer d de θ sur d de t par oméga. Et d de s sur d de t qui est V, en remplaçant ça c'est V égale R et là c'est oméga. Donc ça c'est pour confirmer la relation qui lie la vitesse linéaire à la vitesse angulaire. Les caractéristiques. La période T et la fréquence N. Et la fréquence N. D'un mouvement circulaire uniforme. Donc, considérons un mobile qui effectue un mouvement sur un cercle. La période T, c'est la durée d'un tour complet. Autrement dit, le mobile, commençant son mouvement en un point A, il décrit un cercle. Il décrit un cercle jusqu'encore au point A. Donc, le temps mis pour effectuer ce tour complet, c'est ce qu'on appelle la période. Et cette période T est en secondes. Et la fréquence, c'est le nombre de tours effectués en une seconde. Autrement dit, c'est le nombre de tours par unité de temps. Par exemple, si elle est exprimée en Hertz, si nous disons que le mouvement a une fréquence de 50 Hertz, cela signifie que le mobile effectue 50 tours en une seconde. Et pour une fréquence de 10 Hertz, signifie simplement que le mobile effectue 10 tours en une seule seconde. Donc,
la fréquence n et la période t sont liées par la relation t est égal à 1 sur n, c'est-à-dire c'est l'inverse de la fréquence, et t est égal à 2 pi sur oméga. Et t est en secondes. Si nous voulons trouver n, n aussi c'est l'inverse de la période. Et là, en prenant l'inverse, nous avons oméga sur 2 pi, qui est en hertz. Connaissant le nombre de tours, si nous connaissons le nombre de tours n, n qui est le nombre de tours, et en divisant ce nombre de tours par la durée t, par la durée du mouvement, on retrouve la fréquence. Donc, c'est le nombre de tours sur la durée du mouvement. Donc, vous avez la période, la fréquence et leurs expressions. Pour l'accélération du mobile animé d'un mouvement circulaire uniforme, vous devez retenir que dans le repère de Freinet, le vecteur accélération est composé comme suit. Vous avez une composante tangentielle et une composante normale. Donc, le vecteur accélération a deux composantes, tangentielle et normale. Et nous savons que l'accélération tangentielle, c'est la dérivée du module de la vitesse par rapport au temps. Et l'accélération normale, c'est v carré sur le rayon de la trajectoire. Et comme nous sommes avec un mouvement circulaire uniforme, le module de la vitesse est constant. Donc l'accélération tangentielle est nulle. Pourquoi? Car v est une constante. Donc on peut retenir déjà que l'accélération tangentielle étant nulle, A est égal à A normal. Et A est à V carré sur R fois le vecteur N. Autrement dit, l'accélération est centripète. On peut représenter le vecteur accélération sur cette trajectoire. Le mobile étant en M, déterminons la normale à la trajectoire en M. Et représentons le vecteur N. Voici le vecteur N. Et nous allons représenter la tangente. On peut représenter le vecteur vitesse. Voici le vecteur vitesse. Représentons le vecteur accélération comme elle est normale. Vous avez ceci. A. Donc, on a A égale à A normal. Et vous devez retenir que lorsque le mouvement est circulaire uniforme, les vecteurs vitesse et accélération sont orthogonaux. Le vecteur accélération est normal et centripète, c'est-à-dire de la trajectoire circulaire. Donc, dans un mouvement circulaire uniforme, A égale à A normal égale à V carré sur R. On retient aussi que le produit scalaire A scalaire V égale à 0. Pourquoi? Parce qu'en appliquant la définition du produit scalaire, le A scalaire V, c'est la norme de A fois la norme de V fois le cosinus de l'angle formé par les deux vecteurs. Or, cet angle est de 90 degrés. Donc, ceci égale à la norme de A fois la norme de V fois le cosinus de 90 degrés. Or, le cosinus de 90 degrés égale à 0. Donc, 0 fois un nombre, c'est 0. On en déduit que A scalaire V égale à 0. Et si dans un problème, vous trouvez que le produit scalaire
A scalaire V est nul, vous pouvez conclure que le mouvement est circulaire uniforme. Bienvenue sur le MCM Group, exercice numéro 1. Dans un repère OIJ, d'axe OX horizontal et d'axe OY vertical descendant, la position d'un mobile animé d'un mouvement curviligne de chute libre est donnée par les équations horaires suivantes. X égale 3t plus 2, Y égale 4,9t carré. Petit a, exprimé dans la base IJ les vecteurs position et vitesse du point M. Nous allons en petit a déterminer dans la base IJ les vecteurs position et vitesse déterminés à déterminer dans la base IJ OM et V, c'est-à-dire les vecteurs position et vitesse. Et d'après le cours, quelle est l'expression du vecteur position OM? Et dans cette base IJ, l'expression du vecteur position OM s'écrit comme suit: OM égale X fois le vecteur I plus Y fois le vecteur J. Et nous pouvons remplacer aisément X par son expression et Y aussi également. Donc, nous pouvons écrire OM égale X, c'est 3t plus 2 fois le vecteur I plus Y, j'écris, c'est 4,9t carré fois le vecteur J. Voici l'expression du vecteur position dans la base IJ. Vecteur vitesse, nous avions dit que le vecteur vitesse s'obtient en dérivant le vecteur position. Donc, V, c'est Vx fois I plus Vy fois J. Et Vx, c'est quoi Vx? C'est la vitesse suivant l'axe OX, qui est la dérivée de x par rapport au temps. C'est la dérivée de x par rapport au temps. Égale. X, c'est 3t plus 2 que je dérive par rapport au temps. Et cela me donne 3. Vy, c'est la dérivée par rapport au temps. C'est ce qui est égal. La dérivée de 4,9t carré. C'est ce qui est égal. 2 fois 4,9 en donne 9,8t. Donc vous avez Vx et Vy. Donc V égale Vx c'est 3, j'ai 3 fois I plus Vy 9,8t fois le vecteur J. Voici l'expression du vecteur vitesse dans la base IJ. En petit b, montrons que le vecteur accélération est constant. Et le vecteur accélération, dans le cours, nous avions dit qu'il s'obtient en dérivant le vecteur vitesse. Donc, le vecteur accélération, par définition, c'est la dérivée du vecteur vitesse par rapport au temps. C'est ce qui nous permet d'écrire que A égale à AX fois I plus AY fois J dans le repère cartésien. À quoi est égal à AX? AX, c'est la dérivée
de Vx par rapport au temps. C'est ce qui est la dérivée par rapport au temps de Vx. Et Vx ici, nous avons montré que Vx égale à 3. Donc, nous avons la dérivée de 3. Et la dérivée d'une constante est égale à 0. On peut dire ici que Ax est nul. Et Ay de Vy par rapport au temps. Et Vy, c'est 9,8t. Ce qui nous donne 9,8t dérivé. Et ce qui est égal à 9,8. Donc, le vecteur accélération A égale Ax qui est 0, 0 fois I c'est 0, plus Ay. Ay c'est 9,8 fois le vecteur J. Voici l'expression du vecteur accélération. Donc, ici, le vecteur accélération ne dépend pas du temps. Donc, A est une constante. Donc, le vecteur accélération est constant. Et ici, l'accélération est collinéaire à J et de même sens. Mais le problème l'a dit que l'axe OY est vertical descendant. Cela signifie que le vecteur accélération est aussi vertical et descendant. Donc, c'est ce qui est à préciser ici pour le vecteur accélération. Et nous allons maintenant répondre à la question C. La question C nous dit quoi? De déterminer les vecteurs position OM0 et vitesse V0 à l'instant initial. Petit c, déterminons OM0 et V0. Comment déterminer OM0? OM0 à l'instant initial, à t égale à 0, quelles sont les équations horaires? En prenant l'expression de x égale à 3t plus 2, remplaçons t par 0. On obtient x égale 3 fois 0, qui est 0, plus 2. Donc, x égale 3 fois 0 plus 2. Et ceci est égal à 2. Et y égale à 0. Donc, pourquoi 0? Parce que c'est 4,9 fois 0. Donc, on peut écrire OM0 vecteur égale à t égale à 0, x c'est 2. On aura 2 fois i plus